Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. N'entre pas dans cette maison. Cria le garçon sans abri, le millionnaire découvre l'horreur. Dans la ville de Millersville, nichée au creux d'une vallée tranquille entourée de collines verdoyantes, la nuit tombait lentement, comme un voile de velours qui recouvrait les toits en ardoise et les ruelles pavées. Les réverbères anciens s'allumaient un à un, projetant des halos dorés sur les trottoirs fissurés. Le vent d'automne faisait bruisser les feuilles mortes, et une odeur de bois brûlé flottait dans l'air, mêlée à celle du lierre humide grimpant sur les façades anciennes. C'était une ville où le temps semblait suspendu, où les souvenirs du passé vivaient encore dans les pierres des maisons abandonnées. Dans ce décor presque mélancolique, une silhouette se distinguait, celle de Marcus Bennett. À 53 ans, Marcus était l'image même de la réussite tranquille. Grand, bien bâti malgré les années, ses cheveux poivre et sel encadraient un visage marqué par l'expérience, mais adouci par un regard profond et bienveillant. Vêtu simplement, mais toujours avec élégance, il dégageait une assurance discrète, celle des hommes qui n'ont plus rien à prouver, mais encore beaucoup à offrir. Il était arrivé à Millersville 6 mois plus tôt, sans fanfare, sans journaliste, juste avec une valise et une promesse. Une promesse faite à lui-même de rebâtir quelque chose de vrai, loin des gratte-ciels de Manhattan et des artifices du monde des affaires. Après avoir fait fortune dans la technologie verte, il avait quitté les cercles du pouvoir pour se consacrer à ce qu'il appelait les cicatrices silencieuses de l'Amérique oubliée. Millersville, avec ses rues fatiguées, ses commerces fermés et ses habitants résignés, représentait pour lui un nouveau combat, plus intime, plus humain. Il avait jeté son dévolu sur une maison victorienne abandonnée, au sommet d'une colline surplombant la ville. Jadis majestueuse, la bâtisse avait été laissée à l'abandon depuis des décennies. Son toit en ardoise s'effondrait par endroits, les balustrades du porche grinçaient au vent, et les vitraux étaient brisés, comme si la maison elle-même pleurait son passé. Pourtant, Marcus y avait vu autre chose. Il y avait vu une promesse. Un symbole. On dirait qu'elle attend quelqu'un depuis longtemps, avait-il dit au vieil agent immobilier en signant les papiers. Elle mérite une seconde chance. Comme cette ville. Depuis, Marcus avait investi dans les rénovations, mais aussi dans le quartier, il finançait une boulangerie tenue par un couple de réfugiés, aidait une école locale à rouvrir une bibliothèque, et organisait des repas communautaires dans le parc. Contrairement aux riches qui parachutaient des projets sans âme, Marcus parlait avec les gens. Il écoutait. Il apprenait leurs prénoms. Il voulait comprendre ce qui avait brisé cette ville autrefois prospère, marquée par la fermeture d'usines, les départs massifs, et un profond sentiment d'abandon. Les habitants le regardaient encore avec méfiance. Certains pensaient qu'il partirait dans quelques mois, comme tous les autres. D'autres sentaient en lui une sincérité troublante. Mais ce que Marcus ignorait encore, c'est que cette maison qu'il avait choisie cachait bien plus que de la poussière et des souvenirs. Sous ses fondations endormies, des secrets anciens, enfouis par le silence et la peur, attendaient qu'un homme comme lui ose les réveiller. Un soir d'octobre, le vent s'était levé plus tôt que d'habitude, glacial et capricieux. Il faisait claquer les volets des vieilles maisons et faisait danser les feuilles mortes en tourbillons désordonnés. La lune, voilée par des nuages épais, jetait une lumière blafarde sur les rues désertes de Millersville. Les pas de Marcus Bennett résonnaient sur les pavés humides alors qu'il remontait lentement la colline, un sac de papier dans les bras, rempli de pain chaud, de fromage et de soupe préparée par la petite cuisine communautaire qu'il avait récemment financée. Tandis qu'il passait devant les maisons en ruine, son regard fut attiré par une silhouette recroquevillée sur un vieux porche en bois. Là, blotti contre une colonne effondrée, se trouvait un garçon d'environ 12 ans, visiblement sans abri. Il portait un sweatshirt beaucoup trop grand pour lui, maculé de boue, et un pantalon déchiré à hauteur des genoux. Ses chaussures, trop petites, laissaient apparaître des orteils gelés. Sa peau semblait pâle, presque grise sous la crasse, et ses yeux noirs étaient écarquillés par une peur profonde, presque animale. Marcus s'arrêta net, touché par la détresse de l'enfant. Il s'approcha doucement, sans geste brusque, comme on le ferait avec un oiseau blessé. « Hey, tu as l'air gelé », dit-il avec une douceur dans la voix. « Tu veux venir manger quelque chose ? J'ai de la soupe chaude, du pain. Et y a même un peu de chocolat chaud. »
À peine eut-il parlé que le garçon sursauta, comme si les mots eux-mêmes étaient une menace. Il recula brusquement d'un pas, trébuchant presque sur une marche cassée. Puis, avec une voix tremblante, étranglée par la panique, il hurla. « N'entre pas dans cette maison. S'il te plaît, n'y va pas. Ne rentre pas là. » Le ton de sa voix n'avait rien d'un caprice d'enfant. C'était un cri brut, viscéral, le genre de peur qu'on n'invente pas. Marcus se figea, son cœur soudain plus lourd dans sa poitrine. Le vent siffla entre les branches dénudées des arbres, comme pour souligner la tension de l'instant. Il fronça les sourcils, s'approcha d'un pas mesuré. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le garçon regardait autour de lui, les épaules contractées, comme s'il craignait qu'on les écoute. Il s'approcha de Marcus à moitié, à peine, juste assez pour murmurer. Il y a des choses que tu ne devrais pas voir là-bas. Je t'en supplie, monsieur. Cette maison, elle est maudite. Marcus baissa les yeux vers lui, remarquant les cernes marquées sous ses yeux, la saleté incrustée dans ses ongles, et la détresse authentique dans chaque mot. Il s'agenouilla, posant doucement le sac à ses pieds. « Comment tu t'appelles? »« Jamie. Jamie Brox. »« Moi, c'est Marcus. Tu veux bien m'expliquer ce que tu sais? »« Je ne veux pas te forcer, mais, tu sembles avoir vu des choses. » Jamie hésita longuement. Il mordilla sa lèvre inférieure, puis essuya une larme d'un revers de manche sale. Son regard se perdit dans le vide un instant, comme s'il revivait un souvenir qu'il aurait préféré oublier. Y a une pièce. En dessous. Une pièce qu'on voit pas. Moi, j'ai vu quelqu'un y entrer, mais j'ai jamais vu cette personne ressortir. Et, c'est pas la première fois. J'ai entendu des choses, des cris, des chaînes. Marcus sentit un frisson lui remonter l'échine. Chaque mot de Jamie frappait comme un coup sourd contre une vérité enfouie. Il voulut rationaliser, penser que c'était peut-être l'imagination d'un enfant traumatisé, mais rien dans l'attitude de Jamie ne trahissait une invention. Ce n'était pas une histoire. C'était une confession. Tu as déjà essayé de prévenir quelqu'un? Jamie hocha la tête avec amertume. Personne ne m'écoute. Je suis qu'un gamin crade qui dort dans les rues. Ils me disent que j'invente. Mais moi je sais ce que j'ai vu. Et je peux pas le garder pour moi si quelqu'un d'autre va là-dedans. Marcus sentit alors quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps, la peur mêlée à une responsabilité immense. Il avait acheté cette maison avec des rêves de renouveau, d'espoir. Mais s'il y avait dans ces murs un passé noir et des actes enfouis, il savait qu'il ne pourrait pas détourner les yeux. Il tendit la main vers le garçon. « Jamie, je te crois. Et je te promets qu'on ne laissera pas ça continuer. Tu n'es pas seul. » Le garçon le regarda longuement, comme s'il cherchait à deviner s'il disait la vérité. Puis, lentement, il posa sa main sale dans celle de Marcus. Ce soir-là, après avoir offert à Jamie une couverture propre, un bol de soupe encore fumant, et un endroit chaud près de la cheminée, Marcus ne put trouver le sommeil. Tandis que le jeune garçon s'endormait lentement sur le vieux canapé du salon, bercé par les craquements du feu et une paix fragile, Marcus, lui, restait éveillé, l'esprit hanté par les paroles du garçon. À minuit passé, une tasse de café à la main, il ouvrit son ordinateur portable, posa ses lunettes sur son nez et commença à fouiller les archives numériques de Millersville. Mais les journaux étaient étrangement silencieux sur la maison. Trop silencieux. Alors le lendemain matin, il prit rendez-vous à la mairie. Là, dans les archives poussiéreuses du vieux bâtiment de pierre, il rencontra Mrs. Callahan, une archiviste âgée, aux gestes précis et au silence lourd. Lorsqu'il mentionna l'adresse de sa maison, elle marqua un temps d'arrêt. « La maison Harwood, dit-elle d'une voix un peu voilée. Vous avez racheté cette propriété? » Marcus hocha la tête. Elle se pinça les lèvres, hésita, puis sortit un vieux dossier jauni, protégé par une corde de lin. « Je ne devrais pas vous montrer cela. La plupart préfèrent oublier. Mais si vous avez trouvé ce garçon, alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un sache. » À l'intérieur du dossier, il découvrit des rapports de police jamais élucidés. Des jeunes disparus, entre 1954 et 1981. Toujours dans les environs immédiats de la maison. Le nom Harwood revenait en filigrane, mais les témoignages étaient vagues, incohérents.
Plusieurs témoins s'étaient rétractés, d'autres avaient quitté la ville. Un ancien domestique avait même affirmé en 1963 que des chants étranges et des pleurs étouffés résonnaient sous les fondations de la maison. Aucun rapport ne mentionnait d'enquête approfondie. De retour chez lui, Marcus trouva Jamie assis au bord du canapé, ses bras entourant ses genoux, l'air à la fois craintif et résolu. « Jamie, je crois que tu dis la vérité. Et je pense que cette maison cache des secrets que Millersville a trop longtemps ignorés. » Le garçon le regarda avec une intensité farouche, presque soulagé de ne plus porter seul ce fardeau. « Tu veux voir ?» demanda-t-il, d'une voix tendue. « Oui. Mais ensemble. » Le lendemain matin, la maison était plongée dans une lumière pâle. Marcus et Jamie commencèrent leur exploration, méthodique. Ils ouvrirent placards, inspectèrent les planchers pourris, tapèrent sur les murs. Puis, arrivé à l'étage, Jamie s'arrêta devant une bibliothèque massive incrustée dans un mur. Elle semblait, étrangement stable, comme si elle n'appartenait pas à la maison. « C'est là. Je suis sûr que c'est là, » murmura Jamie. Il glissa sa main sur les briques visibles derrière un interstice, jusqu'à sentir une pierre plus froide que les autres. Il appuya dessus, et dans un grincement sourd, la bibliothèque recula légèrement, puis pivota lentement, dévoilant une ouverture étroite. Un souffle glacial s'échappa des ténèbres. Un escalier de pierre descendait en spirale. Marcus alluma sa lampe torche, donna une à Jamie, puis posa une main rassurante sur son épaule. « On descend ensemble. Si ça devient trop dur, tu me le dis. » Jamie hocha la tête, ses yeux brillants mais fermes. La descente fut longue. L'air était lourd, chargé d'humidité et d'une odeur métallique entêtante. Au bas de l'escalier, une lourde porte de bois renforcée de métal les attendait. Marcus poussa lentement. Elle s'ouvrit dans un gémissement profond, comme un soupir de douleur. La pièce révélée était froide et oppressante, taillée dans la pierre brute. Les murs suintaient, et au sol, des traces de griffures, des taches anciennes brunâtres, et des objets personnels abandonnés jonchaient le sol, une chaînette d'argent brisée, des lettres froissées, un vieux journal intime taché, une petite chaussure d'enfant. Jamie se figea, les yeux grands ouverts, sa lampe tremblant dans sa main. « C'est ici ? Je m'étais approché une fois, sans entrer. Je reconnais l'odeur. Le froid. C'est comme si la maison elle-même essayait de m'avaler. » Marcus s'agenouilla et ramassa un carnet, couvert de poussière et à moitié décomposé. Sur la première page, nom griffonné, Clara G., journal numéro 2, daté de 1978. En le feuilletant, il lut à voix basse. « Ils disent que je suis folle. Mais je les entends. Les voix sous mes pieds. Elles pleurent la nuit. Ils m'ont dit de me taire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. » Marcus sentit son cœur battre à ses tempes. Il se redressa lentement. « Jamie. Pourquoi personne n'a jamais découvert ça ?» Le garçon détourna le regard, ses yeux brillants de larmes refoulées. « Parce qu'ils veulent que ça reste secret, » murmura-t-il. « Parce que ceux qui savaient ont fermé les yeux. Certains ont été achetés. D'autres avaient trop peur. Mais moi, j'ai pas de maison. J'ai rien à perdre. Et j'en pouvais plus de me taire. » À cet instant précis, alors que Marcus s'apprêtait à tourner la page suivante du vieux journal, un craquement étouffé brisa le silence. Puis un autre. Des pas lourds. Lents. Ils résonnaient au-dessus d'eux, quelque part dans le salon. Jamie sursauta, son visage se décomposa. « Quelqu'un vient !» murmura-t-il, blême. Marcus éteignit sa lampe torche et saisit doucement le bras du garçon. Il l'entraîna vers un renfoncement sombre derrière une colonne de pierre effondrée, masquée par de vieilles couvertures poussiéreuses. Là, le silence devint vital. Ils retinrent leur souffle. La porte en bois gronda lentement, repoussée de l'extérieur. Des pas précis, assurés, s'engagèrent dans l'escalier de pierre. Puis apparut une silhouette. Grand, élégant, vêtu d'un costume 3 pièces parfaitement taillé, Henry Caldwell descendit avec une lenteur presque théâtrale, une lueur d'amusement cruel dans le regard. Derrière lui, 2 silhouettes encapuchonnées, leurs visages dissimulés par des masques blancs lisses, sans expression. Jamie tremblait de tout son corps.
Marcus sentit ses ongles s'enfoncer dans sa manche. Caldwell s'arrêta à mi-chemin, promenant son regard sur la pièce comme un maître contemplant son domaine. Alors, demanda-t-il d'un ton glacial. Tout est prêt pour ce soir? Les deux silhouettes masquées hochèrent la tête. L'une d'elles sortit un carnet, y cocha une ligne. Un silence pesant s'installa, comme si le mal en personne avait envahi la pièce. Parfait. La cérémonie commencera à minuit. Les invités ne doivent pas être vus. On entre par l'arrière, comme toujours. Marcus sentit son estomac se nouer. Il avait entendu parler de Caldwell. Tous à Millersville le connaissaient. Homme de pouvoir, manipulateur hors pair, toujours entouré de scandales mais jamais inquiété. Et maintenant, il le voyait là, au cœur de quelque chose d'inimaginable. Jamie se tourna vers Marcus, les larmes aux yeux, terrifié. C'est lui. C'est lui que j'ai vu cette nuit-là. C'est lui qui les a fait disparaître. Marcus ferma les yeux une seconde. Il savait ce qu'il devait faire. Il sortit discrètement son téléphone, le mit en silencieux, et rédigea un message rapide à l'attention du capitaine Ramirez, chef de la police, un homme droit avec qui il avait récemment collaboré pour un projet communautaire. Maison Harwood. Salle souterraine. Réunion illégale en préparation. Présence confirmée de Henry Caldwell. Possible trafic occulte. Urgence absolue. Il appuya sur « Envoyer ». À peine 10 secondes plus tard, le téléphone vibra. Une réponse brève. En route. Tenez bon. Le temps sembla s'étirer comme un fil tendu. Caldwell tourna autour de la pièce, effleurant les murs, regardant les objets au sol avec un détachement sinistre. Il faut nettoyer un peu. Cette saleté de gamin a dû passer par là. J'ai senti une lampe récemment allumée. Un des hommes masqués hocha la tête. On a trouvé des traces de pas. On va fouiller après la réunion. Jamie plaqua sa main sur sa bouche. Marcus, calme en apparence, mais le cœur battant à tout rompre, se pencha lentement vers lui. Ne bouge pas. Ça va aller. Puis, enfin, les sirènes déchirèrent la nuit. D'abord lointaines, comme une lueur d'espoir, puis de plus en plus proches, jusqu'à entourer la maison. Les silhouettes se figèrent. Merde, grogna Caldwell. Quelqu'un nous a trahis. Des pas précipités résonnèrent à l'étage. Des voix crièrent. Police. Tout le monde à terre. Mains en l'air. Un chaos s'ensuivit. Caldwell tenta de remonter les escaliers, mais se heurta à des agents armés en tenue tactique. L'un des hommes masqués fut plaqué au sol. L'autre tenta de fuir par un couloir latéral, mais fut intercepté dans la cour arrière. En quelques minutes, la pièce secrète était envahie par les forces de l'ordre. Marcus sortit lentement de sa cachette, les mains levées, suivi de Jamie, encore tremblant mais debout. Le capitaine Ramirez descendit les marches à grandes enjambées, suivi de 2 enquêteurs. « Marcus? Est-ce que vous allez bien? On a tout vu. Et Jamie a tout entendu. Il faut le protéger. Ce garçon a risqué sa vie pour dévoiler cette horreur. » Ramirez hocha la tête, regardant autour de lui. Son visage se durcit en voyant Caldwell, menotté, le regard furieux. « Ça fait des années que je voulais ce salaud. Vous avez brisé le cercle du silence, Marcus. » Dans les semaines qui suivirent, l'affaire secoua Millersville jusqu'à ses fondations. Des dizaines de noms furent révélés. Des familles reconnurent, à travers les objets retrouvés, la disparition de leurs proches. La maison fut placée sous scellé, puis déclarée site d'enquête fédérale. Mais surtout, une vérité éclata, celle du courage de Jamie. Marcus prit Jamie sous sa garde légale. L'enfant retrouva peu à peu le sommeil, reprit l'école. Il devint, aux yeux de la communauté, un symbole de vérité et de résilience. Quant à la maison Harwood, elle ne fut pas détruite. Marcus décida de la transformer en musée de la mémoire, un lieu où l'on racontait l'histoire de ceux qu'on avait voulu faire taire. Sur la porte d'entrée, une plaque fut posée. À ceux qui ont souffert dans l'ombre. À ceux qui ont parlé malgré la peur. Que leur vérité guide notre avenir. Et chaque soir,
En regardant Jamie dormir paisiblement dans la chambre d'Amy, Marcus se souvenait de ce moment précis, dans la cave obscure, où un garçon brisé avait chuchoté. Je ne pouvais plus garder ça pour moi.